Tout à fait, parce que ça n'arrive pas qu'à Lyon. Ce même problème, vous pouvez le décrire à Nantes, auquel vous ne pouvez pas aller au centre-ville sans vous faire agresser le soir dans certains quartiers, et même au centre-ville. J'ai fait mes études une partie à Lille, c'est très compliqué dans certains quartiers également. Quand vous habitez à Paris, dans certains quartiers, c'est aussi très compliqué. Et si vous habitez à Marseille, dans certains quartiers, c'est compliqué aussi. Et donc du coup, avec les noms de villes que je vous cite, petit à petit, vous êtes capable de vous dire qu'il y a une similarité. C'est-à-dire que toutes les grandes métropoles françaises sont victimes du même phénomène qui est qu'il y a une augmentation de la délinquance et de la criminalité dans toutes ces grandes métropoles. Alors ce qui veut dire que ça réduit ce déplacement à une opération de communication. Si on entend ça, si c'est que le quartier de la Guillotière qu'on vient saupoudrer de forces de l'ordre. Et c'est pour ça qu'à chaque problème, en fait, on a un déplacement ministériel, un déplacement gouvernemental. Et donc, du coup, c'est pour ça que les Français n'y croient plus, parce que pour que les Français y croient, il faut qu'il y ait un changement. Et les Français savent que pour résoudre ce problème qui est très compliqué sur la question de la délinquance, il faut avoir du courage politique et il faut nommer les choses. Pourquoi est-ce qu'il faut nommer les choses? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que je vous ai cité autant d'exemples? Quand vous prenez tous ces quartiers-là et toutes ces villes-là, il y a une similarité, il y a un lien qui est frappant, c'est un lien qui est direct entre l'immigration et la question sécuritaire. Et comme cette question est très sensible, il n'y a aucun gouvernement et aucun élu politique qui voudra s'attaquer à cette question. Alors vous voyez qu'il inaugure aujourd'hui aussi un centre de rétention administrative, d'ailleurs. Les deux questions sont liées, donc il commence à y aller parce qu'il a peut-être des ambitions présidentielles en vue de 2027, Gérald Darmanin. Mais est-ce que vous vous imaginez un élu écologiste ou socialiste ou un élu macroniste s'attaquer à cette question et dire qu'il y a un lien entre l'immigration et la question sécuritaire? Je ne pense pas. Et tant que vous ne nommez pas les choses, vous êtes incapable de résoudre les problèmes. Ensuite, une fois que vous avez nommé ce problème, ça peut dire que toutes les questions migratoires reposent sur cette question-là. Il y a de la bonne immigration. Mais tant que vous ne répondez pas à cette question-là, vous n'êtes pas capable d'agir. Donc il faut répondre à la question migratoire et ensuite après restaurer l'autorité de l'État. Pour restaurer l'autorité de l'État, il faut un couple justice police qui fonctionne efficacement. Les policiers font de leur maximum au vu de leurs moyens pour attraper les délinquants. La difficulté, et vous invitez beaucoup les policiers qui décrivent le même phénomène, c'est qu'à chaque fois ils attrapent les délinquants et ils se déplorent que 48 heures plus tard ils sortent parce que les peines ne sont pas appliquées. Je pense qu'il faut durcir les peines, qu'elles soient exemplaires, quitte à ce qu'elles soient disproportionnées, il faut montrer l'exemple parce que la politique publique devient de plus en plus psychologique. Il faut envoyer des signaux qui soient très forts et adresser un message aux délinquants en disant une fois que vous commettez un acte, vous êtes certain de pouvoir le payer le lendemain. Des lois fondamentales, un peu quand même. Je pense qu'il défie l'État, il défie le Conseil d'État sur sa décision. Éric Piolle, j'hésite. J'ai envie de dire, il défie. Il joue peut-être aussi au plus malin et à ce que la loi ne prévoit pas non plus. C'est peut-être ça aussi la question. Oui, mais on ne joue pas sur ces questions-là, parce que c'est la question de l'islamisme radical. Sur cette question-là, Éric Piolle, soit est un idiot utile, soit c'est un traître. En fait, ça dépend s'il est conscient ou pas. Parce que quand vous jouez sur ces questions-là, vous jouez sur la promotion de l'islamisme. La République française, c'est basé sur des principes et sur la question de la Déclaration des droits de l'homme, sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous pensez qu'on promeut l'égalité entre les hommes et les femmes en permettant sur la question du burkini, en sachant qu'une grande partie des femmes se faut imposer le port du burkini, comme sur la question du voile. Moi, on me raconte à plusieurs reprises, notamment dans les transports, que des personnes ne portent par exemple pas le voile jusqu'à certaines stations avant de porter le voile, avant d'arriver sur certaines stations du RER B, évidemment à certaines destinations, pour ne pas se faire stigmatiser par la population locale. Et donc sur ces questions-là, est-ce qu'on permet aux femmes d'émanciper en permettant ce type d'accès? Est-ce qu'on ne permet pas, à travers les actions d'Éric Piolle, de promouvoir l'islamisme dans la mesure où en fait il se fait un agent, c'est quasiment un agent électoral de l'islamisme. Moi je pense qu'Éric Piolle le fait pour des raisons électorales. Je pense que c'est un idiot utile, mais il le fait aussi parce que... C'était ma question, c'était est-ce que... Il le fait sur des questions électorales parce qu'il a besoin, notamment, c'est le point que je mentionnais tout à l'heure, dans la mesure où on a organisé l'immigration française d'une certaine manière pour la regrouper autour de certaines métropoles et autour de certaines villes, il cible un électorat très clairement musulman en vue de s'assurer le maintien du contrôle de Grenoble dans les années à venir, parce que dans la mesure où plus on passe au travers des années, plus la part d'augmentation musulmane dans ces villes-là devient de plus en plus importante, et il pense qu'en s'adressant de cette communauté-là, de cette manière-là, il va pouvoir défendre leurs intérêts et donc s'assurer leur voix en vue des prochaines élections. C'est ce qui s'appelle l'islamo-gauchisme et des maires complaisants. Alors, les deux, mais c'était nécessaire et il était important qu'il le fasse pour montrer l'engagement national dessus. Moi, je pense que c'est important de mettre le paquet sur la question du prix de l'essence dans la mesure où, si vous comparez ce qui s'était passé dans les années 70 avec les deux chocs pétroliers, la croissance française est intimement liée à la question de la consommation énergétique. Donc moi, je suis contre tout ce qui est rationnement énergétique, sobriété, etc. Je pense que c'est une mauvaise idée parce que ça incite les consommateurs français à ne plus consommer, en tout cas à ne pas engager dans un processus de consommation. Je pense qu'il faut inverser la logique. Il faut produire plus, consommer plus et refaire partir notre machine par le haut et non pas niveler tout le monde, prendre un point technique. Tout
dépend. Ce que dit Arnaud Arnaud a tout à fait raison sur. En fait, si on s'interroge sur la loi Avia en globalité, c'est-à-dire sur tout le dispositif de la loi Ablas, donc qui est sur la question de la haine sur Internet, là effectivement, on a une question sur la question des plateformes, sur la question de la censure, etc. Dans la mesure où il y a des modalités qui ne sont pas très claires et surtout c'est à la discrétion des plateformes. Mais là, sur le point d'espace, c'est-à-dire que la France Insoumise, tout dépend s'ils ont déposé un recours au Conseil constitutionnel contre la loi complète ou uniquement contre une partie des dispositions. Et là, de ce que je comprends de ce que vous dites, c'est uniquement contre le dispositif, contre le contenu terroriste. Et ce qui est complètement différent, c'est-à-dire que vous avez le contenu, la loi Avia en globalité, et ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous déposez un recours devant le Conseil constitutionnel, c'est que vous dites que certains articles de la loi sont contraires à la Constitution. Et en ciblant spécifiquement le contenu terroriste, il y a quand même un biais idéologique très important. Et ça rejoint le combat des Insoumis et des amis de Jean-Luc Mélenchon depuis le début de l'émergence de la menace du terrorisme islamique. Quand vous aviez les différentes lois menées par un gouvernement socialiste à l'époque, donc à l'époque François Hollande et Manuel Valls, sur la question des lois renseignement, sur les lois sécuritaires, etc., Jean-Luc Mélenchon a toujours été contre en disant que c'était une question d'État policier. Et en prolongement de cette doctrine-là, il considère que c'est une nouvelle fois ce sera un État policier ou un État qui pratiquerait la censure qui effectuerait ce type de mesures. Et donc je pense que c'est un prolongement idéologique de la part de la France Insoumise qui considère que toute mesure visant à protéger les Français sur les questions de sécurité supplémentaires serait en fait une pratique en fait fasciste ou quasiment néo-nazie. Et je pense que c'est là en fait le biais de la France Insoumise. Si par cas vous voulez lutter contre la liberté d'expression, je pense qu'il est important de lutter contre la liberté d'expression, mais il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas être comme Éric Piolle, un idiot utile au service des islamistes. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous laissez ce type de contenu prospérer très longtemps? Effectivement, l'avantage de pouvoir se mettre ce type de plateforme, c'est que si par cas il y a une mauvaise décision, et ben vous pouvez faire appel. Mais pas si par cas vous laissez 48 heures, une semaine, un contenu terroriste, et bien combien de personnes, combien de jeunes peuvent être endoctrinés par ce type de mesures, par ce type de discours, et peuvent être ensuite après contraints à faire le djihad. On a vu le nombre de personnes qui étaient parties en Syrie. On parle beaucoup de l'aspect technique, effectivement, de cette loi, mais ne vaut-il pas mieux qu'un contenu soit rapidement supprimé, quitte à ce que la personne conteste derrière, et on rétablit le contenu s'il n'a rien de problématique? C'est mon avis, sur le contenu terroriste. Je pense que plutôt que de faire l'inverse, c'est-à-dire on attend une décision de justice en vue de supprimer le contenu, je pense qu'il vaut mieux supprimer le contenu maintenant et ensuite une semaine plus tard, éventuellement la personne fasse appel si le contenu était mauvais. Parce que si par cas vous laissez une semaine un type de discours proférant des haines et proférant un discours en faveur de l'islamisme le plus radical, des personnes peuvent être endoctrinées, des personnes peuvent voir la vidéo et ensuite ça avait conduit notamment avant 2015 et l'émergence de Daesh, plusieurs jeunes Français et des milliers de jeunes Français, des milliers de jeunes Européens partir faire le djihad. Et ensuite, ça nous cause des problèmes à la fois en France et même sur les pays étrangers. Donc je pense que le mieux, c'est de pouvoir appliquer cette loi le plus rapidement possible pour lutter contre ce fléau. Et tant qu'on ne luttera pas contre ce fléau à tous les niveaux, on aura toujours ce problème à régler. Il y a deux sujets. Il y a un sujet qui est lointain, quasiment historique, qui remonte depuis les années 30 après la Première Guerre mondiale. Et c'est ce que Marc Bloch disait dans la question de l'étrange défaite. Il y a une partie des élites françaises qui ont honte, et notamment ça a été marqué par la question de la collaboration, qui ont honte de la grandeur française et qui préfèrent en fait se repentir. Et c'est un discours qu'on retrouve souvent, pas uniquement sur Napoléon, mais c'est évidemment sur la question de la colonisation, sur la question algérienne, etc. À chaque fois, on a tendance, ou même sur la question de la collaboration, à revenir sur le passé pour mettre en avant uniquement les mauvais côtés, plus que les bons côtés. On met plus en avant la rafle du Veldiv que la victoire de Napoléon Bonaparte ou les commémorations du bicentenaire de l'empereur. On met plus en avant les échecs français plutôt que les grands succès français. Moi, j'étais à Londres dernièrement et eux, ils n'ont pas fait semblant. Ils ont une place qui s'appelle Waterloo en l'honneur de la défaite de Napoléon Bonaparte. Donc moi, je pense qu'il y a un sujet sur la question des élites. Je pense que les élites françaises doivent retrouver un discours et retrouver un chemin qui nous retrouve dans une certaine grandeur. Je pense que les Français, globalement, pour répondre à la question du malheur français, cherchent l'héritier moderne de l'empereur des Français et du général de Gaulle. Ça, c'est mon intime conviction, parce qu'à peu près, quand vous avez analysé les déclins et les remontées françaises, tous les siècles, la France est en déclin et puis remonte. Vous avez le cardinal de Richelieu, vous avez Louis XIV, vous avez Napoléon Bonaparte, vous avez le général de Gaulle. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est plus contemporain, c'est la question de la cancel culture. Cancel culture, malheureusement, c'est nous qui l'avons exporté d'abord aux États-Unis, dans les facs américaines, et puis les facs américaines ensuite après nous leur chez nous avant de revenir en France. Initialement, ça vient un peu des idées des sociologues français, donc malheureusement, c'est pas notre meilleure idée d'exportation. Et la question de la cancel culture est compliquée parce que auprès des jeunes, c'est difficile aujourd'hui, en lien avec le sujet qui était précédent sur la question de la fierté française, d'assumer un discours avec la complexité de l'histoire. C'est compliqué d'expliquer des éléments passés avec une lumière qui est uniquement d'analyse uniquement d'aujourd'hui. C'est ça le problème de la cancel culture. C'est qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde veut devenir ce qu'il n'est pas. Ça veut dire que vous avez
personnes qui considèrent qu'ils feraient mieux que le boulot de Didier Deschamps à chaque Coupe du Monde, et on aura le sujet à la fin de l'année. Les gens considèrent qu'ils auraient mieux fait une sélection de Didier Deschamps. Et des gens aujourd'hui considèrent qu'il fera un meilleur boulot que les historiens. On laisse les historiens juger sur la question des grandeurs et des méfaits qui sont passés. Et puis surtout, il faut que la France soit fière d'elle-même. C'est-à-dire que la France a une histoire qui est millénaire. On a survécu à des défaites, des occupations, à des guerres. Il y a des bons et des mauvais côtés. Mais tant qu'on ne comprendra pas la complexité de notre histoire, c'est comme si on rejetait nos parents. Et ben, on assume nos parents, on comprend ce qu'on est nous-mêmes, et puis comme ça, on se projette vers l'avenir.